Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des réseaux convolutifs. Dans le premier tutoriel, nous avons fait un réseau de neurones qui était un perceptron multicouche. Et sa particularité est que chacun des neurones d'une couche est relié à l'ensemble des neurones de la couche précédente. A l'inverse, dans les réseaux de convolution, les couches de convolution vont avoir des neurones qui vont être connectés à un petit groupe de neurones de la couche précédente, l'objectif étant d'aller chercher des caractéristiques de forme, de couleur, de texture, afin de mieux comprendre l'image. Ces traitements de convolution, vous en avez probablement déjà fait sans le savoir, en rendant vos photos plus nettes, plus floues, ou en y appliquant des filtres un peu plus artistiques. Le calcul qui est effectué est relativement simple, et voilà à quoi il ressemble. Ici, il y a l'image que l'on veut traiter. On a au milieu un noyau, ici un noyau 3,3, mais ce noyau pourrait être plus grand, il pourrait être 5,5, 7,7, voire plus. Alors si on veut, sur l'image résultante, connaître la valeur de ce pixel, le pixel qui est en rouge, on va prendre le pixel correspondant sur l'image qui est en fond, et on va appliquer à tous les pixels qui sont autour la pondération avec les poids du noyau. Et au final, on va avoir le calcul qui est ici. Donc on va avoir 4 fois 0 plus 0 fois 0, etc. etc. sur tout l'ensemble du noyau. Maintenant que j'ai calculé la valeur de ce pixel, il me suffit de me décaler d'un pixel vers la droite et de recommencer l'opération. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour générer toute l'image qui est à droite, je vais utiliser exactement le même noyau. Il ne va pas y avoir un noyau par pixel, mais les paramètres qui sont là vont être utilisés pour générer l'image de droite. Donc comme la dernière fois, nous allons faire une somme pondérée, sauf qu'on va la faire sur un nombre d'éléments beaucoup plus petit, puisque les connexions sont locales. Et comme la dernière fois, nous pourrons y appliquer une fonction d'activation. Après avoir réalisé ce traitement, un deuxième traitement va être fait, un traitement de sous-échantillonnage. On va réduire les images de manière à réduire le nombre de paramètres. Et le calcul qui est fait est vraiment très simple et ressemble à ça. Dans cet exemple, on divise la longueur et la largeur de l'image par 2, donc la surface de l'image par 4. Donc on va prendre des carrés de 4 pixels et on va récupérer à chaque fois le pixel qui a la valeur la plus haute. Donc si on prend le carré rouge, on va récupérer ici le 20 qu'on va mettre dans la nouvelle image et on va faire ça pour toute l'image. Cette opération de sous-échantillonnage appelée MaxPool a enlevé 75% de l'information et il est très rare d'utiliser des noyaux plus grands que le noyau de 2. Et voilà à quoi pourrait ressembler un réseau à convolution. À gauche, l'entrée du réseau de neurones, le place order en fait dans lequel je vais placer mon image. Je vais commencer par appliquer un traitement de convolution et générer 8 cartes de caractéristiques. Les images qui sont générées par ces noyaux de convolution sont appelées les cartes de caractéristiques. Donc je vais en générer ici, par exemple, 8. Puis je vais réappliquer un traitement de convolution, mais cette fois-ci, pour générer une carte de caractéristiques, il va me falloir un noyau 3 x 3 x 8, puisque sur la couche précédente, j'ai 8 cartes de caractéristiques. Après avoir fait ces deux traitements de convolution, je vais sous-échantillonner. Vous voyez que là, je passe d'une image 28-28 à une image 14-14. Et je vais appliquer à nouveau deux traitements de convolution, un ici et un ici. Et je vais ensuite sous-échantillonner pour arriver à 48 cartes de caractéristiques qui font 7 par 7. Cette première partie du réseau de neurones va me permettre d'extraire toutes les caractéristiques de forme, de texture, de couleur de mon image. Maintenant que j'ai extrait les caractéristiques, je vais donner ça à un classifieur classique. Donc ici, dans cet exemple, deux couches de 128 neurones qui sont complètement connectés à l'ensemble des neurones des couches précédentes. J'en ai un là, et on arrive sur nos 10 neurones puisqu'on a 10 classes, on a 10 chiffres à reconnaître. Maintenant que l'on sait à quoi ressemble notre réseau de neurones, on va pouvoir coder tout ça et on va faire un entraînement comme la dernière fois avec la base MNIST. Donc les imports vont être exactement les mêmes que la dernière fois. On va commencer par créer deux fonctions parce que des traitements de convolution, comme vous l'avez vu, on va en faire pas mal. Donc à quoi va ressembler
notre fonction de convolution, on va lui donner en paramètre la couche précédente, la couche sur laquelle on va appliquer nos traitements, la taille du noyau et le nombre de noyaux à générer, en fait pour générer le nombre de cartes de caractéristiques de la nouvelle fonction. Comme la dernière fois, les poids vont être générés avec une loi normale tronquée. La géométrie de notre noyau est donc taille de noyau multipliée par taille de noyau multipliée par le nombre de cartes de caractéristiques de la couche précédente, et on va multiplier tout ça par le nombre de cartes de caractéristiques que l'on veut générer. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure, ici on générerait 3 fois 3 fois 8 fois 16 poids. Maintenant je génère mes biais, il y en a autant que de cartes de caractéristiques à générer, et le calcul va être fait non pas avec Matmul comme la dernière fois, mais avec une fonction spécifique de TensorFlow qui sait nous faire des traitements de convolution. Donc on lui donne en paramètre bien sûr la couche que l'on est en train de traiter, les poids que l'on a calculés juste avant, un paramètre qui s'appelle stride. Alors stride, c'est le déplacement dans l'image. Les paramètres ici au début et à la fin sont toujours à 1, et les deux paramètres du milieu correspondent au déplacement que l'on va faire selon x et selon y. Donc si je reprends l'image de tout à l'heure, après avoir fait le calcul du pixel rouge ici, je vais juste me décaler de 1 sur l'axe des x, et une fois que j'aurai fait toute la rangée, je me décalerai de 1 selon l'axe des y. C'est ce que je décris dans ce paramètre stride. Il me reste un dernier paramètre à définir. Avec padding égale same, je suis en train de dire à la fonction que je souhaite avoir en résultat une image, une carte de caractéristiques qui va avoir exactement la même géométrie que la carte de caractéristiques que je vais lui donner. On comprend bien que quand on fait ce type de traitement, pour les pixels qui sont sur le côté, on va avoir un problème pour aller chercher de l'information encore plus à l'extérieur, puisqu'il n'y en a pas. Donc ce que va faire la fonction, c'est faire du padding, c'est-à-dire du remplissage, et va me produire à partir de mon image 28-28, une image 30-30. Et une fois que j'appliquerai mon traitement de convolution, je reviendrai à nouveau sur une image 28-28. Si ce padding n'était pas fait, si ce remplissage n'était pas fait, tous ces zéros autour de l'image, de mon image 28-28, j'arriverai à une image 26-26. Et moi, je souhaite conserver la géométrie, donc je lui précise ça avec padding égale same. Il ne me reste plus qu'à ajouter le biais et retourner le résultat. Je vais faire une deuxième fonction que je vais appeler FC pour Full Connected. C'est en fait ce que l'on a fait la dernière fois. Je génère des poids toujours avec une loi normale tronquée. Je génère des biais, je multiplie les deux et je renvoie le résultat. Donc ça, c'est juste une fonction des calculs que l'on a appliqués la dernière fois entre deux couches de notre perceptron multicouche. Maintenant, je peux lire les fichiers. Ça, c'est ce que l'on a fait la dernière fois. Les placeholders sont identiques et je vais pouvoir faire appel à mes fonctions. Donc là, je vais créer une première couche de convolution, par exemple, avec 32 cartes de caractéristiques et des noyaux 5-5. Je vais le faire une deuxième fois et je vais appliquer un traitement maxpool. Donc là, les paramètres sont simples. Donc là, je donne la couche précédente. KSize, c'est la taille du noyau. Donc comme tout à l'heure pour stride, ici et ici, on est toujours à 1. Et là, c'est la taille du noyau de 2. Je veux diviser mon image par 4, donc en divisant la longueur et la largeur par 2. Donc je donne ici un noyau de 2. Et le stride, donc toujours le décalage, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que ici je ne vais pas me décaler de 1 et de 1, comme j'ai pris des noyaux de 2, je vais me décaler de 2 selon x et de 2 selon y. Et enfin, l'option padding égale same, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Donc deux couches de convolution, une couche de maxpool, je recommence, deux couches de convolution, toujours avec des noyaux 5-5, mais cette fois-ci je mets 128 cartes de caractéristiques, je fais ça deux fois, et je fais toujours appel à ma fonction maxpool. Maintenant que j'ai fait ça, je peux faire des couches complètement connectées, mais juste avant,
je dois faire appel à une fonction qui s'appelle flatten, aplatir en anglais, pour transformer cette couche ici en couche semblable à celle que l'on a dans notre perceptron multicouche, c'est-à-dire un simple alignement de neurones. C'est fait avec cette fonction. Maintenant que mon réseau est entre guillemets aplati, je vais mettre une couche pleinement connectée. Je vais passer tout ça à travers une fonction d'activation sigmoïde. Je remets 10 neurones pleinement connectés. Ce sont mes 10 classes. Et je mets ma fonction softmax. Le calcul d'erreur sera identique à la dernière fois, entropie croisée. Cette fois-ci, je vais utiliser une autre fonction d'apprentissage automatique, l'Adam Optimizer. Je ferai une vidéo pour vous montrer les différentes fonctions d'apprentissage. Là, je vais utiliser celle-là qui est particulièrement efficace pour ce type de travail. Et le calcul de précision du réseau de neurones est le même que la dernière fois. La partie calcul, elle, reste à changer. Je fais toujours en entraînement par lot de 100 images et je fais mon calcul de précision sur la base de données d'images d'entraînement et surtout sur la base de test, et on va faire un petit graphique à la fin. Alors, j'ai fait tourner le programme, ça prend quelques heures, donc bien sûr, on ne va pas le faire là en direct. Voici à quoi ressemble la courbe d'erreur de ce réseau. Comme la dernière fois, la courbe d'erreur de la base d'entraînement et de la base de test sont très proches. Alors le début est un peu chaotique, mais ce n'est pas un problème, la fonction d'apprentissage arrive à s'en sortir. Sauf que vous voyez que là, il y a un problème, on a un résultat qui est moins bon que la dernière fois. Et là, on va s'apercevoir qu'en fait, plus les réseaux sont grands, plus ils sont profonds, c'est-à-dire plus il y a de couches, et plus il y a de pathologies. Il va falloir, avant d'obtenir de bons résultats, régler un certain nombre de problèmes, et on va voir ça dans les futures vidéos. Alors, comme la dernière fois, vous pouvez récupérer le programme sur mon GitHub. Essayez d'ajouter des couches de convolution, essayez de changer la taille des noyaux, essayez de rajouter des cartes de caractéristiques pour voir ce que ça fait, et vous pourrez mettre vos résultats dans les commentaires. Vous pourrez également jouer sur le learning rate, sur le nombre d'images du batch, et vous allez voir que ça a une influence. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à faire des commentaires sur le fond, sur la forme, qu'ils soient bons ou mauvais. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, ça va me motiver pour produire de nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt.